à tous, bienvenue dans la grande interview. Chaque mois, vous le savez, nous recevons les personnes qui comptent dans l'univers de la sécurité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un grand flic, commissaire de police judiciaire en 77, chef de la section criminelle à Marseille en 86, boss de la division nationale antiterroriste de 90 à 99, directeur central adjoint de la police judiciaire chargé des affaires criminelles jusqu'en 2002, puis préfet délégué pour la sécurité et la défense à Marseille, puis à Lille. Roger Marion, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Que devenez-vous aujourd'hui ? Eh bien, je suis toujours en activité dans la sécurité privée. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, à la fois, j'ai deux casquettes. Ouais. On ne quitte pas la fonction publique comme ça. On garde le képi. Voilà. Et donc, je suis à la fois délégué général à la sécurité chez un bailleur social dans le Val-de-Marne. Ouais. Et puis, je suis consultant en matière de sécurité dans certaines entreprises. D'accord, donc en contact avec la région parisienne, les cités, on en reparlera dans la deuxième partie d'émission, puisque vous le savez maintenant, cette émission est en deux parties. Dans la première, eh bien, nous aborderons les problèmes de sécurité intérieure, puis dans la seconde, nous parlerons enfin de sécurité privée. Alors, je suis un peu taquin, je commence toujours un peu comme ça. Vous avez été parfois critiqué pour l'utilisation de moyens controversés. Je voudrais donc avoir votre avis concernant les méthodes d'enquête en général de la police. Il y a une partie de la population qui pense que pour des affaires extrêmes, comme pour le terrorisme, on peut utiliser des méthodes qui sont à la limite de la légalité, alors qu'une autre partie est contre ce fonctionnement. Est-ce que la raison d'État peut outrepasser les lois ? Alors, j'ai une carrière en police qui est exclusivement une carrière en police judiciaire. Oui. Je n'ai jamais changé d'équipe. Du premier jour où je suis rentré à la police jusqu'à ce que j'ai été nommé préfet. J'ai donc toujours respecté les cadres juridiques et précisément le code de procédure pénale. Et ayant fait de la police judiciaire, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec l'autorité judiciaire. D'accord. Alors sans parler de vous précisément, c'était plus dans la globalité. Est-ce que parfois on peut être obligé d'utiliser des moyens pour obtenir des aveux pour... Alors... Vous savez, l'aveu n'est plus ce qu'on appelait la reine des preuves. Aujourd'hui, avec le développement de la police technique et scientifique, on le voit, l'essentiel, c'est qu'avant l'interrogatoire, il faut avoir recueilli les éléments à charge. Et si vous avez recueilli les éléments à charge, vous pouvez arriver à convaincre le suspect à reconnaître ses responsabilités. C'est un problème avant tout de psychologie. Vous savez, l'interrogatoire... en quelque sorte, c'est la lutte des consciences sartriennes. C'est un petit peu ce qu'on fait aussi aujourd'hui en interview. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire comment les méthodes, aussi bien des terroristes que des services de police français, ont évolué entre hier et aujourd'hui ? Alors, préalablement, il faut préciser que dans la première question, j'ai parlé uniquement de la méthode d'investigation de police judiciaire. Mais à côté de cela, vous avez les méthodes de recherche du renseignement qui sont l'apanage des services de renseignement. Oui. Donc, ces services qui sont, disons, ne sont pas limités par le code de procédure pénale, peuvent utiliser des moyens qui, aujourd'hui d'ailleurs, ont été pour certains, je pense aux sonorisations, l'utilisation de balises et autres, ont été aujourd'hui aussi placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire dans certaines enquêtes. Donc les terroristes, que ce soit le malfaiteur de droit commun ou le terroriste, eux, ils ne se sentent liés par aucune contrainte, aucune règle, aucune norme, puisque ce sont avant tout des hors-la-loi. Hors-la-loi, exactement. Et donc, bien évidemment, quand on vous dit qu'il y a une action terroriste individuelle qui a été commise, que on ne fait plus partie aujourd'hui d'une organisation terroriste comme c'était le cas dans les années 80 et 95 même. Les terroristes, ils sont recrutés, les terroristes actuels que nous avons connus, ils sont recrutés dans les milieux de la délinquance. Pourquoi ? Parce qu'il faut quand même une logistique, il faut quand même des moyens. Donc que ce soit des moyens, que ce soit des faux documents, faux passeport, fausse carte d'identité, faux permis de conduire, que ce soit de l'armement, on le voit bien, le dernier terroriste qui a sévi à Strasbourg, eh bien il s'était bien procuré des armes. Oui, tout à fait. Vous voyez ? Et donc...
à partir de là, le terroriste actuel, il ne recherche plus à rester anonyme, et à se dissimuler, à être clandestin, mais au contraire, vous avez bien vu que malheureusement, les attentats de 2015, ils laissent sur place leur carte d'identité. Ouais, c'est ballot. Alors il y a chez eux une habileté à justement communiquer sur les réseaux sociaux et les réseaux, le dark web et les réseaux parallèles. Justement, est-ce que les services de police sont assez présents pour surveiller les réseaux sociaux où il y a beaucoup d'échanges de criminels et terroristes? Ah oui, justement, il y a une évolution. Vous savez, la mission des services antiterroristes, ça a toujours été d'essayer de décrypter, de déchiffrer les messages que se passent entre eux les terroristes, que ce soit dans une organisation ou entre eux tout simplement. Ouais. Il ne faut pas oublier que les terroristes, le terrorisme, ça obéit avant tout à une idéologie. Et à partir du moment où il y a une idéologie, il faut faire connaître, faire savoir l'idéologie, et c'est de là que vient la revendication de l'action terroriste. Contrairement à l'action d'un malfaiteur de droit commun qui, lui, cherche à se cacher, à échapper à la justice. Donc, il est bien évident que les succès des services de renseignement français qui ont réussi, que ce soit des services extérieurs ou des services de sécurité intérieure, qui ont réussi à établir des associations de malfaiteurs terroristes, à démanteler des projets d'action terroriste, c'est au travers du décryptage de tous les réseaux sociaux, de tous les moyens de communication, notamment tous ces moyens, qui étaient jusqu'à présent, soi-disant, je ne dirais pas cachés, mais tout au moins cryptés. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, la France met les moyens et les hommes pour pouvoir... Mais depuis toujours. Ouais. Si je fais référence à l'organisation terroriste militaire que j'ai combattue en son temps, vous savez, déjà, ils échangeaient leurs informations par disquette informatique et avec des logiciels, avec un logiciel de cryptage qui était le PGP. Donc il y a toujours eu une recherche, disons que ce soit le message écrit avec les boîtes aux lettres mortes, comme on le voyait à l'époque, ou que ce soit la transmission d'informations, les communications entre les terroristes qui n'ont jamais utilisé, les vrais terroristes n'ont jamais utilisé les cabines téléphoniques ni les téléphones. Et quand les terroristes actuels ont utilisé les téléphones, c'était par des messageries qui jusqu'alors n'étaient pas obligatoirement toutes décryptées. D'accord. Et à ce propos, est-ce que justement il y a des échanges de plus en plus importants entre la police et les plateformes d'échange sur le net pour justement alerter les autorités? Oui, absolument. Il y a une veille, il y a des services spécialisés, il y a une veille qui soit une veille au plan national et international. Et les plateformes type Google ou autres jouent le jeu, Facebook non, c'est très difficile. Vous savez, arriver à décrypter, parce que tout part de la fabrication. Ouais. Le problème, il est là. Le problème, il est de savoir sur quel marché on s'achalande et sur quel marché on achète. Parce que vous avez le produit qui, déjà, quand il est vendu par certains États, par certains fabricants, il contient déjà, pour être simple, il contient déjà les moyens, d'intrusion et d'interception. Donc après, il suffit d'avoir une bonne collaboration pour Mais il y a des services spécialisés pour ça, ils travaillent très bien. Très bien. Alors, à propos de coopération, on l'a vu récemment dans l'actualité, une coopération internationale qui s'est mise au point pour descendre un terroriste. Est-ce que ça se développe de plus en plus? Est-ce que les pays Il y a toujours eu une coopération internationale, à tous les niveaux. Il y a eu une coopération internationale dans le monde du renseignement qui a toujours été très efficace, très discrète volontairement et très secrète. Donc c'est le rôle de ces services. Et puis il y a toujours eu une coopération entre services en charge de la lutte antiterroriste et même maintenant nous avons une coopération des services judiciaires. Les États-Unis ont toujours joué le jeu ou un peu plus depuis les attentats du World Trade Center? Oh non, bien avant. Bien avant. Vous savez, l'attentat du DC-10 du TA, s'il n'y avait pas eu les services américains, je ne sais pas si on serait arrivé à la solution que nous avons connue.
Alors revenons en France. En ce qui concerne les lieux publics qui sont très exposés et les transports en commun, personnellement, j'ai toujours été très étonné de voir que pour accéder à un avion, désormais, on est soumis à un contrôle drastique, alors que pour monter dans un train, c'est un peu troué, comme les cages de Steve Mandanda. Je dis ça parce que le gardien de but de l'OM, vous avez travaillé pour la section criminelle de Marseille. Je prends l'exemple, en Espagne, quand on monte dans un train, il y a les bagages et les personnes qui sont passées au détecteur avant de monter dans le train. Ce n'est pas le cas en France. C'est assez risible parce que quand il y a des trains qui font Espagne-France, il y a des arrêts. Les gens montent comme ils veulent en France sans aucun testing, alors qu'en Espagne, on est fouillé. Vous avez consulté mes archives? Oui. Je ne doute pas. Et comment ça peut s'expliquer? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, dans n'importe quelle gare parisienne, on rentre dans un train comme ça, quoi? Le problème, c'est que malheureusement, les mesures de sécurité, elles sont prises post-attentat. Ouais. Les dispositifs de sécurité, disons, en prévention, eh bien, on le voit très bien, malheureusement, ils sont souvent question de ressources financières d'abord, parce que ça demande des moyens. Donc, vous posez la bonne question, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu des détournements d'avions, des attentats contre les aéronefs, des attentats à l'explosif, on a pris des mesures. À partir du moment où il y a un terroriste qui a eu de la matière explosive dans le talon de la chaussure, on a commencé à faire enlever les chaussures. À partir du moment où il y a un terroriste qui a pu, dans un tube de dentifrice, mettre un air, on a contrôlé les tubes de dentifrice. Donc, vous voyez, ce sont dans des les mesures... trains, il y a eu pourtant l'attentat dans le Thalys. J'y viens. Mais alors, avant l'attentat du Thalys, il y a eu des préconisations qui ont été faites, à l'image, justement, de l'exemple que vous citez, c'est-à-dire en Espagne, du dispositif de sécurité sur les trains à grande vitesse au départ de la gare d'Atocha à Madrid, n'est-ce pas, où il y avait eu un attentat, dont les mesures ont été prises. Les mesures ont été prises au niveau du contrôle bagages et du contrôle des passagers et des billets nominatifs. Exact. Eh bien, ces mesures, malheureusement, en France, il a fallu qu'il y ait l'attentat du Thalys, alors qu'elles étaient préconisées, disons, par les services du ministère de l'Intérieur, je n'irai pas plus loin, elles étaient préconisées, mais elles n'ont été mises en œuvre qu'après l'attentat sur le Thalys. Enfin, on passe pas toujours pas une foule. Alors, le problème du train, c'est que, à l'inverse de ce qui se passait auparavant, les gares étaient fermées, n'est-ce pas? Il fallait même un ticket de quai pour accompagner un voyageur et autres. Mais vous avez souligné le point faible, c'est-à-dire que le train, il s'arrête dans une gare. À partir de ce moment-là, les quais sont... Mais aujourd'hui, les gares sont ouvertes, commercialement. Vous avez bien vu qu'il n'y a plus une seule sortie. Mais pour accéder au quai, on n'a toujours pas de sas. Pour accéder au quai, il n'y a toujours pas de sas. Et vous pouvez, comme vous l'avez dit, à l'arrêt d'un train, monter un bagage piégé dans le train et redescendre. Et en plus. Voilà. Donc... Et est-ce qu'on sent que ça va évoluer? Est-ce qu'il y a une vraie volonté il y aura, sur les trains à grande vitesse, il y a une évolution. Vous avez bien vu qu'il y a le contrôle d'accès des billets pour certains trains. Et il faudra en arriver... Mais ce n'est pas un portique détecteur. Hein. Non, mais justement, alors, nous l'avons pour le transmanche, parce que là, le risque est trop important, et ça a été prévu dès le départ. Donc ça a été, c'est ce qu'ont fait les Espagnols avec les trains à grande vitesse, et c'est un jour peut-être ce qu'il faudra faire, ce qu'il faudra développer. C'est une histoire de moyens. D'accord, c'est pas complètement dans les tuyaux apparemment. Disons qu'il y a une limite au niveau des moyens. On ne peut pas encore, mettre le dispositif qui est en place à la gare du Nord pour le transmanche de la même manière sur tous les trains à grande vitesse. D'accord, ça sera peut-être... Mais c'est un objectif. Étape par étape. Voilà. On va parler des violences urbaines ou rurales, comme à Notre-Dame-des-Landes, ou encore des opérations Gilets jaunes. Est-ce qu'on les gère bien ? Alors, vous citez Notre-Dame-des-Landes. Donc, il y a deux phénomènes. Vous savez, les violences il faut distinguer les violences urbaines du quotidien, si j'ose dire, malheureusement. Ce que nous connaissons dans nos banlieues et dans nos cités,
à savoir que c'est essentiellement le trafic de stupéfiants qui est la cause des regroupements d'immeubles, qui est la cause de la gêne provoquée aux locataires, des nuisances, de toutes les nuisances que subissent les locataires dans l'habitat social. Et bien évidemment, ça c'est une action qui est conduite par les services de police avec succès, puisqu'ils arrivent à démanteler les réseaux, n'est-ce pas? Et le rôle du bailleur ensuite, c'est d'une part d'assurer cette tranquillité résidentielle, et ensuite, au vu des résultats des enquêtes de police et des condamnations pénales qui sont prononcées, c'est d'arriver à expulser, ces personnes qui se livrent à des trafics et qui génèrent, qui permettent de s'agglutiner, que ce soit les clients ou les dealers qui viennent dans les cités. À côté de ça, vous citez Notre-Dame-des-Landes. Il faut pas confondre, il ne faut pas mélanger ce type de manifestations, de rassemblements avec les regroupements d'immeubles dont je viens de parler. Les manifestations aujourd'hui, malheureusement, depuis... D'abord, il faut comprendre que tous ces mouvements sont noyautés. Ils sont noyautés par des éléments extrémistes, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vous savez, vous avez des opposants à tout. Moi, j'ai commencé dans la police à connaître les actions extrémistes avec les gens qui luttaient contre le franquisme. Mais pour lutter contre le franquisme, on faisait sauter les voies ferrées en France, n'est-ce pas? Et on commettait des actions terroristes en France. Les mêmes sont devenues actions directes. Donc, ensuite, vous savez, on s'est opposé au nucléaire, la construction des centrales. Ensuite, on s'est opposé à la construction des lignes des trains à grande vitesse. Après, on s'est opposé à la construction des lignes à très haute tension pour le transport de l'électricité. Donc, il y a toujours des opposants. Et ce sont ces mouvements extrêmes qui noyautent certaines manifestations et qui agglomèrent certaines oppositions, et qui, sous le couvert de ce qu'on a appelé aujourd'hui les Black Blocs, sont venus s'intégrer dans les manifestations organisées, n'est-ce pas, déclarées, organisées, pour casser et pour discréditer en quelque sorte ces manifestations publiques qui sont, je dirais pas traditionnelles, mais qui sont tout à fait légales et autorisées. Roger Marion, vous ne répondez pas à mes questions. Est-ce que dans ces trois cas que je vous ai cités, on gère plutôt bien les opérations ? Est-ce que dans le cas des cités, beaucoup de gens se disent mais pourquoi on ne va pas faire le ménage une bonne fois pour toutes? Est-ce que c'est faute de moyens? Ah non, mais attends, alors là, il faut prendre en compte l'évolution de la législation. Ouais. Vous savez, la législation a tellement évolué avec des contraintes au niveau de la procédure pénale, des contraintes au niveau des libertés individuelles, disons pour les protéger, n'est-ce pas, que les policiers aujourd'hui au quotidien, ils n'ont pas obligatoirement toute latitude de pouvoir intervenir. Toute latitude de pouvoir travailler, de pouvoir faire leur véritable travail de police. Vous voyez bien que le contrôle d'identité, on a tellement critiqué le contrôle faciès et autres que le contrôle d'identité est encadré. Un policier ne peut pas avoir l'initiative de demander les papiers et autres. Vous savez, et puis en plus, s'il faut aller prendre les empreintes digitales des personnes, mettons, si on veut lutter contre l'immigration clandestine et autres, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait, disons, toutes les personnes qui sont contrôlées, prendre leurs empreintes, savoir d'où ils viennent, qui ils sont et autres. Vous voyez, donc il y a la législation nous gêne. La législation, le trop de législation qui est fait pour protéger les libertés individuelles, il finit par être un obstacle, disons, à l'efficience et à l'efficacité de la police. Dernière question avant de terminer cette première partie. Pour revenir aux Gilets jaunes, on entend parler d'infos qui viendraient du terrain, qui soulignent peut-être un soulèvement plus important, plus fort, peut-être armé. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Est-ce que c'est vérifié ou non, mais vous savez, il suffit de prendre le pouls. Et vous savez, ça fait plusieurs années qu'il y a dans ce pays un ferment de révolte. Un ferment de révolte parce que, vous savez, vous avez dans Paris ou à l'extérieur des inscriptions, n'est-ce pas, qui disent « Arrêtez d'emmerder les Français ». Voilà, c'est simple. Donc, de chaque fois rajouter des règles, rajouter des normes,
rajouter des contraintes. Vous savez qu'on est dans une société hyper surveillée, pour ne pas dire hyper fliquée, n'est-ce pas, que ce soit au travers des ordinateurs, des téléphones portables, de la carte bancaire, du télépéage. On est suivi partout. Donc, on est suivi partout, géolocalisation permanente et autres. Donc, vidéo protection, est-ce que justement tout ça justifie... Donc, vous comprenez, alors, et quand vous rajoutez des normes, n'est-ce pas, non, mais on comprend que la colère radars, monte. des limitations de vitesse et autres. On comprend que la colère monte, mais est-ce qu'elle va monter jusqu'à un soulèvement armé, comme on entend dire? Écoutez, les événements je ne souhaite pas que nous revoyions les événements que nous avons vécus autour de l'Arc de Triomphe. Pourquoi? Parce que de l'attroupement, c'est-à-dire de certaines manifestations non déclarées, c'est-à-dire de l'attroupement, on est passé dans certaines périodes à l'insurrection. Et l'insurrection, c'est la phase qui intervient avant la révolution. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ça fourmille Non, je ne pense pas. Non, d'accord. Actuellement, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, nous allons vers beaucoup de modération. Je pense que il faut que l'exécutif, reprenne la main. Mais pour répondre à votre question sur la gestion de l'ordre public, je pense que l'ordre public a été, indépendamment des événements autour de l'Arc de Triomphe, je pense que l'ordre public est excessivement bien géré à Paris. Paris a toujours été l'exemple, avec la préfecture de police de Paris, d'une bonne gestion de l'ordre public, et on l'a bien vu, c'est encore le cas. Bon, ça nous rassure. Fin de la première partie de cette grande interview où l'on a parlé de la sécurité intérieure avec Roger Marion. On se retrouve dans la deuxième partie pour parler de sécurité privée.